ou deux auteurs, je crois, qui sont sortis de leur lit de manière prématurée pour venir à cette table ronde. Donc c'est aimable d'être sorti du vôtre aussi. Le SNAC organise ces tables rondes professionnelles avec l'aide de la Cité de la bande dessinée d'Angoulême. Donc on remercie, puis du festival qui nous accueille dans ce Magic Mirror. Le SNAC, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc le syndicat national des auteurs-compositeurs, est le seul syndicat qui représente les auteurs de bande dessinée aujourd'hui. Donc le SNAC BD a été créé à 10 ans par des auteurs de bande dessinée. On a rejoint ce syndicat national parce que c'était pratique d'avoir une enveloppe déjà bien installée, puis surtout qui était représentative auprès de l'État, donc on peut directement parler facilement à l'État. Il vous propose des services très directs, très simples, qui peuvent être de relire vos contrats, qui peuvent aider particulièrement les débutants à ne pas signer n'importe quoi, ce qui est malheureusement trop souvent l'usage. Il vous donne des informations. Il vient de republier son guide du contrat des auteurs, qui est contrat commenté, qui est un gros volume qui explique intégralement les problématiques que pose un contrat d'édition aujourd'hui en France. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de chapitre pour aller signer chez Marvel ou chez DC Comics. Voilà, on va essayer avec le temps de faire ça. Je pense que dans 20 ans, il y aura le chapitre pour aller signer au Japon et conquérir la Chine. Voilà, donc si vous n'êtes pas adhérent, adhérez, parce que c'est au-delà de l'aide que pourra vous apporter le SNAC, c'est aussi vous qui apportez une aide en aidant le SNAC à mener tous ses combats. Et en ce moment, vu les bouleversements qu'il y a dans le statut social, les menaces sur nos retraites, etc., on a vraiment besoin d'un soutien aussi des auteurs pour nous aller parler au pouvoir public. Voilà. Alors, nous avons aujourd'hui 3 invités prestigieux pour parler de la question des auteurs qui travaillent pour l'édition américaine. On va essayer de faire le tour de toutes les questions que ça pose, puisqu'on est vraiment sur des mondes très différents pour énormément de choses, du point de vue légal, artistique, la considération apportée aux auteurs ou pas, etc. Alors, mon voisin, à la limite, présentez-vous, c'est aussi simple. Comme ça, non mais parce que comme ça, vous allez dire ce qui est important pour vous. Oui, mais on se partage. Bonjour, je m'appelle JL Mast et j'ai une voix un petit peu horrible aujourd'hui. J'ai pas 17 ans. D'accord, c'est juste. Que dire? Je fais principalement du storyboard pour Marvel. Après, c'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est plutôt imaginer des histoires pour le numérique. C'est vraiment ce que je fais de mieux, je pense, à l'heure actuelle. Donc, c'est créer des histoires pour les tablettes, les smartphones, des trucs en BD réalité virtuelle, tout ce que les nouvelles technologies peuvent nous apporter de nouveau pour raconter une histoire. C'est ce que j'essaye de développer. C'est ce qui m'a permis de rentrer chez Marvel avec, à l'époque, Joffo. Marvel avait une ligne de comics qui s'appelait les Marvel Infinite Comics. C'était des turbo médias, donc des bandes dessinées vraiment créées et pensées pour les écrans. Et ça a été notre porte d'entrée un petit peu. Oui, bonjour. Je suis Stéphanie Hans et j'ai travaillé globalement pendant 10 ans en tant que majoritairement cover artiste pour Marvel et la plupart des autres maisons d'édition, mais Marvel a toujours été mon client principal. Et depuis maintenant quelques mois, je travaille sur une nouvelle licence qu'on a développée avec une équipe créative chez Image qui s'appelle Die et qui marche très très bien puisqu'on en est à la 3e impression du tome 1. Voilà. Alors bonjour, moi je m'appelle Olivier Coappel et je fais du comics depuis depuis les années 2000, je pense. Hein. Ouais. J'étais dans le dessin animé avant, dans l'animation avant, mais j'ai toujours voulu faire du comics. Donc quand j'ai eu l'opportunité, je suis parti là-dessus. Donc j'ai travaillé d'abord chez DC Comics, ensuite chez Marvel, et maintenant je suis en freelance, donc aujourd'hui pour Netflix, Marvel, DC, et puis voilà quoi, ça navigue. Donc tu as le micro... T'es fan de comics, gamin, j'imagine. Tu lis les comics en français Alors, oui, j'ai été fan de comics. Ouais, je suis toujours fan de comics depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout petit. Je sais, enfin, j'ai dû commencer par le franco-belge quand j'étais tout petit. Les trucs comme Astérix ou les classiques, oui. Ouais, les Boules et Bill, Is No Good. C'est comme ça, quoi. Et puis même Moebius. Et ensuite, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à découvrir les Strange et les Special Strange et là je suis parti dans le comics. Génération X-Men, on va dire. Ah, complètement, Ouais. Totalement.
On est de la même là-dessus, je pense. Ça a été en France, l'air de rien, dans les années 80, la qualité de publication de ce qu'on avait, qui arrivait des États-Unis, et on avait de moins en moins de bandes dessinées qui visaient la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait les classiques qui continuaient, mais nous, on avait vu Goldorak, on avait envie que ça bouge un peu, quoi. Donc le comics a vraiment répondu, je pense, à cette attente. Donc, comme le manga dans les années 90 a répondu pour la génération suivante à cette attente de, je pense. Non, mais t'as raison. Je pense que moi, je me souviens qu'à l'époque, une BD que je détestais, que ça a changé depuis, c'était Tintin. Je pouvais pas regarder Tintin. Rien que de voir des bulles carrées, ça me stressait. Et t'arrivais dans le comics où là, ça partait dans tous les sens. Paf, paf. Une énergie que je sais pas, ça a dû me parler, quoi. Stéphanie, t'es passée aussi par une adolescence très comics. Oui et non, en fait. Moi, j'ai grandi dans vraiment un très petit endroit. Donc, il y avait 600 habitants dans mon village. Ma mère me lâchait au rayon BD. Quand elle allait faire les courses à l'époque, on laissait les enfants au milieu des allées, ça gênait personne et personne ne se doutait qu'on pouvait les prendre. Bref, ça n'arrive plus. Donc, en fait, j'ai eu cette période où j'adorais la BD, mais ils n'avaient pas beaucoup de choix, donc c'était vraiment de la BD pour enfants. Et je lisais Les Stranges de mon papa. Et ensuite, Sienkiewicz a pris son run sur Les Nouveaux Mutants. Ouais. Et en fait, Strange publiait Les Nouveaux Mutants, si je me rappelle bien, West Coast Avengers, Iron Man et Micros. Et en fait, C'était Titan. C'était beaucoup trop pour moi, en fait. Sienkiewicz, à l'époque, j'avais 10 ans. C'était beaucoup trop pour Ça moi. faisait mal aux yeux, oui. Oui. Et du coup, j'ai arrêté de lire le comics à ce moment-là. Et j'ai pas passé le pas non plus de la BD adulte parce qu'il n'y en avait pas là où je vivais. Donc, moi, j'avais gardé tout ça pour... ça correspondait à mon enfance. Mais je n'avais pas fait le lien avec le fait que ça pouvait être quelque chose pour les adultes. Et éventuellement une carrière. Et je suis tombée sur une amie, ma première colocataire était fan de bande dessinée, et elle m'a inondée de trucs, puis j'en ai rencontré d'autres après, et c'est devenu une passion et une option. Voilà, un peu les deux en même temps. Oui. Je lis des comics depuis que je suis petit, des bandes dessinées, un peu de toute façon. Et bon, je sais pas, moi, avec ma maman, on n'a jamais eu la télé, on n'a jamais eu tout ça, donc j'avais que la lecture, plus ou moins. La bibliothèque de Saint-Quentin, Picardie, qui était bien fournie quand même en les BD de Futuropolis, de Spirit, de Superman, de Popeye, et Watchmen, que j'ai lu beaucoup trop jeune, je pense. Et c'est pour ça que je tue des gens. Oui. Et, non, et puis le Dark Knight, ils avaient un gros fond de bande dessinée comics adultes. Et puis dans ma famille d'adoption, il y avait un de mes grands frères qui lisait beaucoup de comics et qui les laissait traîner. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentré très jeune dans les comics au final. Et surtout grâce à la série animée Batman qui passait, je crois, tous les samedis, et j'arrivais à voir dans les années 90. Comment te vient l'idée de comment tu contactes, comment tu passes au comics, parce que tu es dans le dessin animé, et Ouais. qu'est-ce qui se passe pour d'un seul coup avoir l'idée de faire quelque ou Bah, d'attaquer Déjà, comme disait Stéphanie, au début, tu kiffes le comics, enfin, tu en lis quand t'es gamin, mais tu penses pas. Enfin, je pensais pas du tout faire travailler dans le comics un jour. Enfin, je savais que que je dessinais tout le temps. Je savais que je voulais travailler je voulais faire du dessin. Après, t'as pas d'idée précise ou quoi que ce soit. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. C'est quand je suis arrivé. Alors, comme je savais pas quoi faire, j'ai fait plaisir à ma mère. Donc j'ai eu mon bac. Bac à l'époque, c'était un bac B. C'est quoi? C'est ES, c'est ça? c'est Économique, ouais, c'est ça. Ah oui, sérieux, Ouais. quoi. Ah ouais, là, c'était l'horreur. Mais bon, j'ai tenu jusque-là. Et ensuite, je savais pas quoi faire. Donc j'étais parti pour faire des études de droit sans vraie conviction. Et c'est un pote à moi à l'école qui m'a parlé qu'il avait un voisin qui avait entendu parler d'une école de dessin animé, d'animation. Donc j'ai été voir, c'était les Gobelins. Donc j'ai été les voir et eux m'ont dit que non, il fallait faire une prépa avant ou un truc comme ça. Mais comme c'était sur concours, j'ai dit bon, je tente. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Je suis rentré et de là, j'ai eu l'opportunité ensuite je suis resté 2 ans à cette école et j'ai eu l'opportunité de travailler en Angleterre dans l'animation, puis ensuite aux États-Unis. Et de là, j'ai pu ensuite commencer à aller dans les Comic-Con de San Diego surtout, puisqu'à l'époque j'étais à Los Angeles. Et c'est là que j'ai commencé. Enfin, c'est là que l'idée est venue que, en allant dans les Comic-Con, en découvrant les Comic-Con, c'est là que l'idée est venue que je pouvais travailler dans le comics.
Et ça te tentait plus de travailler dans le comics de super-héros que dans le dessin animé à l'époque? Carrément, carrément. Même dans le même, je dessinais tout le temps. Et je dessinais tout le temps. Je lisais toujours des comics, tu vois. Et même quand je travaillais dans l'animation, à côté, je dessinais tout le temps des petits personnages en style comics, tout ça. C'était, il y avait une espèce de frustration, quoi. Et parce que le dessin animé, c'est pas du dessin. Enfin, c'est pas. C'est l'industrie souvent. C'est bah, ouais, mais le comics aussi. Mais Ouais. c'est juste que quand tu es animateur, à l'époque, en tout cas en traditionnel, tu, tu suis un style, c'est une ligne très claire, très propre, c'est assez simplifié. Et surtout quand tu es animateur, tu finis pas tes dessins. Tu restes à l'état de croquis. Ouais. Et ensuite, tu le files à un Intervaliste, cleaner. quoi. Ouais. Donc, c'était super frustrant à ce niveau-là. Tu as envie d'aller plus loin dans le dessin, quoi. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, bah, je suis parti. J'ai même pas. C'était sûr que j'étais parti pour ça. Donc tu étais en fait déjà américain à ce moment-là, donc c'est quand même plus facile. Ouais, ouais, c'est vrai. J'étais bon, mon premier travail c'était en Angleterre, c'était pas en France. Donc et très vite aux États-Unis. Donc au niveau de la mentalité de travail des Américains, oui, j'étais déjà habitué quoi. Il y avait des Français qui travaillaient dans l'industrie à l'époque? Dans l'industrie du comics, Oui. je les connaissais pas. En tout Ben cas, oui, mais j'ai pas l'impression non plus, j'ai essayé non. de retrouver ça. Et... Non, je crois pas. Oui. Non, non, à une époque, je me sentais plutôt très seul. Surtout plus tard, quand tu as commencé à avoir beaucoup d'Italiens qui ont travaillé ou d'Espagnols. Et là, tu te dis, et les Français, ils sont où? Et je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir forcément une raison. Peut-être le franco-belge Je peux parler de mon expérience à ce Vas-y, niveau-là, ouais. c'est que moi je voulais faire du super-héros quand j'étais ado. Et en fait, la prégnance du franco-belge faisait que si tu étais en France, tu finissais dans le franco-belge. Quoi. À un moment, voilà, il y avait, enfin, finissait comme si c'était une punition, quoi, mais il y avait un côté, il y avait tellement de choses à faire ici que finalement, il y avait toujours une proposition qui tombait avant que tu aies réussi à faire l'énorme démarche de contacter les gens aux USA et de passer du temps là-bas pour réussir à. Fallait franchir des. Oui. Pardon. On n'avait pas Internet. Genre, on est vieux. On n'avait pas Internet. C'était compliqué de localiser Fallait aller la sur bonne place, personne. honnêtement. Hein, pour, Ce que tu disais tout à l'heure, c'était vachement intéressant. Tu as un ami qui t'a parlé d'une école. Genre, pour les professions artistiques, il fallait que tu aies acheté l'étudiant qui parlait des professions artistiques, ou alors tomber sur un conseiller d'éducation qui avait entendu parler d'une école. Moi, j'ai fait les Arts Déco à Paris comme ça aussi, hein, parce que moi, j'étais pas à Paris, des copains m'en rappelez-vous. ont parlé. Quoi. Enfin, non, mais j'ai pas Paris non plus. Hein. Euh, C'est fou, hein, on a du mal à imaginer, mais à l'époque on savait rien. Les Rien les du Gobelins tout, qui quoi. étaient une énorme école ou les Arts Déco, on en entendait parler par un copain, quoi. Enfin, c'était. Oui, tu te retrouvais là plus ou moins par hasard, l'école était bonne ou non, et puis finalement, mais c'était vraiment au petit bonheur la chance quoi. J'ai un ami, il voulait faire des dessins animés, on lui a dit fais d'abord un bac S parce que S ça mène à tout. Et c'est ce qu'ils disaient les conseillers Ah, d'éducation. c'est ce que j'ai à l'époque. fait, hein, moi. Voilà. Oui, voilà. Tu passes comment dans le comics? Alors, moi, en fait, j'ai commencé par une carrière franco-belge classique, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire de la BD en France en tant qu'autrice, enfin co-autrice, j'avais un co-auteur. Euh, Ah oui, eh ben je fais comme toi, je suis allée dans une convention, mais c'était le salon de la jeunesse, le salon du livre de jeunesse de Montreuil, où j'ai trouvé mon premier éditeur. Mais bref, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça très ennuyeux de faire la BD. À l'époque. Non, je suis désolée, mais c'était On vraiment. vend du rêve. Non, mais le truc, c'est que moi, j'étais pas prête. J'avais besoin de me développer encore graphiquement. Je trouvais que faire de la BD, ça me demandait de rester sur un style graphique dont j'avais envie de changer très vite parce que j'étais en progression. Le côté un an sur un Oui, et bouquin, puis en ce genre de plus, choses. Moi, j'étais chez un petit éditeur, il avait envie de faire sa promo, donc il m'envoyait toutes les semaines en dédicace. À l'époque, il n'y avait pas le TGV depuis Strasbourg, ça me prenait 8 heures pour aller quelque part, 8 heures pour en revenir. Je ne me mettais pas à bosser avant le mercredi parce que j'avais la gueule de bois, clairement. Et c'était pas des années faciles. Et je me suis dit, en fait, ça va pas aller, c'est pas bon. Et en plus, aller en dédicace avec un projet qui avait, au bout d'un certain temps, il était un peu vieux pour moi. Déjà au bout d'un an, je pouvais plus le voir. Alors, 2 ans après, je pouvais pas dire aux gens, l'achetez pas, c'est plus moi, parce qu'ils étaient contents de le lire, mais moi, j'étais plus contente de le vendre. Et en fait, je suis passée à ce moment-là à cover artiste. Je faisais des couvertures jeunesse pour la littérature. Et j'aimais vraiment bien ce côté qui n'était pas... moi, j'aimais pas le côté paternaliste des éditeurs de bande dessinée. J'aimais pas qu'on essaye de me faire miroiter des trucs, genre, on t'aime bien, on va investir en toi. On va pas beaucoup te payer pour le moment parce que tu comprends. En illustration, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est est-ce que tu as du temps, tu peux le faire, voilà le budget. Et ça me plaisait bien, en fait, à arriver, faire mon boulot et passer à un autre truc juste après, changer de style, c'était vraiment ce que j'aimais faire.
Et en fait, ben, c'est comme ça que je suis arrivée chez Marvel, parce qu'ils ont vu mon boulot. Olivier Jalabert, qui à l'époque travaillait à Album Comics, en fait, a pris mon dossier, il l'a filé au recruteur international de Marvel, donc CB Cebulski, et qu'il a gardé 2 ans. Il a gardé un œil dessus. Au bout de 2 ans, il m'a appelé, je crois que c'était à 28 décembre, en me disant: on a besoin d'une couverture pour le 2, tu crois que tu peux le faire? Je lui ai dit: bah tiens. Et en fait, après, j'ai eu du boulot tous les mois pendant 10 ans. À l'époque, il y avait un tout petit canal de connexion qui passait en Oui. effet par la boutique Exactement. On est tous d'Album passés Comics par là. à Paris, et Olivier avait des contacts. Il y avait un fanzine consacré au genre qui était Skerz, qui nourrissait la moitié de la planète. Il y avait, et il s'avère que c'est amusant parce que tous ces gens-là sont devenus éditeurs, parce qu'il y avait Jean Vaquet aussi qui était là-dedans, etc. En fait, ils sont tous devenus éditeurs en se liant plus ou moins aux comics. Et ils ont aidé cette génération-là de passionnés de comics à vraiment aider beaucoup d'auteurs Oui, on à était établir un des petit club, contacts hein. entre les côtés. Mais on a du mal à imaginer avant Internet comment il y avait des filins qui passaient à travers l'Atlantique, mais c'était vraiment très dur, Oui, quoi. de temps en temps, ils se disaient que Jim Lee circulait dans les allées à Angoulême. C'est arrivé. Oui, c'est ça. On nous disait qu'il y avait le scénariste qu'on préférait. On cherchait un auteur pour lui mettre un prix parce que personne ne le connaissait. Enfin, c'était le genre de choses, quoi. C'était Alors que terrifiant, quoi. maintenant, ils disent qu'ils sont là sur Twitter et tout le monde les attend à l'hôtel. Voilà, oui. Et toi, donc, tu es passé par le numérique, si j'ai bien entendu. Ouais, alors moi j'ai suivi une licence Industrie Culture Média sur l'économie de la culture. Industrie Culture Média à l'époque ça s'appelait. Alors parce que je voulais travailler dans l'événementiel, tout ce qui était lié à la culture. Et alors du coup je me suis rendu compte que ça ouvrait pas de porte en termes de travail derrière. Et en 2006, mon premier acte vraiment en mode, tiens, je ferais peut-être de la BD en pro, mais de côté, hein, quand même sur le côté. Je voulais pas faire 100% de ça de ma vie. Ça a été d'aller à Paris, à Album. J'étais déjà en relation avec Olivier Jalabert parce que je m'étais fait passer pour lui sur Internet. Ouais. Et il l'avait mal pris. Après, on s'est expliqué. Et il a compris que je faisais ça pour la blague. Donc, ça s'est bien passé. Et je suis allé à une séance de dédicace de Joe Quesada, qui était venu pour Angoulême. Il était venu à Paris juste un peu avant. Et j'ai fait la queue et tout. Et Olivier me voit, il me fait bah, vas-y, passe devant et parle-lui vite fait et tout. Et j'étais vraiment, genre, j'ai placé peut-être 3-4 mots, tu sais, en mode bonjour. Tu vois. Je parlais très mal anglais. Et Joe a été super sympa. Il m'a donné son adresse mail pour que je puisse lui écrire. Il a senti que je serais plus à l'aise comme ça. Et donc j'ai écrit à Joe en mode j'aimerais bien travailler dans les comics un jour peut-être, écrire des histoires et tout ça. Et il m'a répondu Oui, très alors gentiment. pour ceux qui ne savent pas, Joe Ah oui, Quesada, complètement. c'était le patron de Marvel. Hein. À l'époque, il était pas trop Marvel. Et puis c'était un artiste que j'adorais sur Daredevil et tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui avait fait de la BD numérique justement aussi avec Kevin Smith un peu sur les Marvel Cyber Comics. Et du coup moi c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Et il a été très gentil. Il m'a renvoyé un email en me disant il faut apprendre l'anglais. Et du coup cette année-là, je suis allé en Angleterre. J'ai arrêté la licence et je suis allé en Angleterre parce que j'ai eu une opportunité de bosser dans l'hôtellerie et dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Babel Media pour apprendre l'anglais pendant 1 an et quelques. Et c'est surtout à Babel Media que donc, j'ai travaillé sur des jeux super comme Adibou. Voilà. Et c'est là-bas où j'ai pris la connaissance de ce métier qui est storyboarder et qui s'implique dans le jeu vidéo, dans le dessin animé et dans la BD, comme avec Kes Giffen sur 52. Enfin, tu as énormément de l'Ariama, de gens qui font des layouts. Et c'était un métier viable, en fait, et que j'aimais bien. C'était se dire, bah, tiens, comment on crée l'histoire, comment on la pense. Et ça s'applique aussi au numérique. Et c'est comme ça qu'on est rentré chez Marvel, parce qu'ils avaient besoin, à un moment donné, de storyboarders sur leur ligne numérique. Enfin, mais on a rencontré un éditeur donc en allant en convention en Angleterre avec Jeff. Pas par hasard, mais l'éditeur, on l'a appris vraiment au dernier moment qu'il était là. On n'est pas allé en Angleterre en disant, tiens, on va bosser pour Marvel, on va les démarcher. Ça s'est passé très naturellement et on a été embauché sur place en fait, parce qu'on arrivait au bon moment, au bon endroit, et il y a une part de chance qui joue. Je voulais juste rebondir tout à l'heure quand tu m'as posé la question s'il y avait des Français qui travaillaient dans le comics à l'époque. Mais j'ai oublié de dire quand même, quand j'ai été à San Diego, montrer mon boulot, j'étais avec Pascal Alix, qui a travaillé dans le comics, qui travaille toujours dans le comics. On a été ensemble, montrer un portfolio. On a été pris tous les deux en même temps. C'était un peu... je la raconte tellement cette histoire parce que à l'époque, il y avait... donc j'étais une première année. Et j'ai dit, tiens, donc j'ai vu qu'il y avait des queues avec les éditeurs qui étaient là et les gens qui montraient leur portfolio.
Donc je suis reparti à Los Angeles, je me suis dit, tiens, je vais faire une page vite fait. Mais comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait une page en format A4 au stylo bic, que j'ai ensuite agrandi pour faire le format A3, tu vois. Et je suis parti là-bas, et j'ai montré, et le mec m'a dit, ouais, ça serait bien que tu reviennes avec du boulot sérieux. Donc ça serait bien que tu reviennes l'année prochaine, mais avec 5-6 pages de pages de bande dessinée, quoi, et des pin-up, et puis des dessins. Donc je suis reparti, et l'année suivante, j'ai préparé un dossier, et je suis arrivé, tout frais avec Pascal, justement, on est arrivé, et là, il y avait une réunion avec Marc Cirello pour le portfolio review, et à telle heure précise. Donc on arrive dans une salle, mais blindée de monde, mais ça sortait de tous les sens, et ils nous annoncent qu'en fait, il y a trop de monde, et qu'ils vont faire une loterie. On va faire une loterie, on va sortir 50 numéros, et les 50 numéros qui sortent pourront montrer leur portfolio. Donc, ouais, mais tu sais, à l'époque, tu as cette espèce de foi. Ah oui. Moi, j'avais la foi. Il n'y avait pas d'option. Oui. C'est bon, je sais que. Bouddha va parler. Ouais. Je sais que je vais sortir. C'est mon numéro, c'est bon, il sort. Et puis évidemment, il appelle les numéros, tout le monde entend regarder. Puis t'as un mec qui fait ouais, et puis un autre ouais, et puis le temps passe, et au bout d'un moment, ton numéro il sort pas, quoi. Mais t'y crois pas. Enfin, moi en tout cas, j'y croyais pas. Non, ça colle pas, ça colle pas. Je suis là, c'est pas possible. Et les gens se lèvent, ceux qui peuvent pas, ils s'en vont, et la salle se vide. Parce que même ceux qui avaient gagné devaient descendre ensuite, aller faire la queue pour monter leur portfolio aux éditeurs. Donc j'attends, et j'ai tellement dégoûté qu'en fait je suis resté. On est resté dans la salle, et là Marc Cirello, qui était tout seul, commence à ranger ses affaires, et il nous regarde, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors d'un seul coup je lui dis oui, on vient de France, alors que bon, on était pas loin, mais on vient de France pour monter le portfolio. Ah mais tu tentes tout, hein, tu tentes tout. Hein. Et là il regarde autour de lui, il y avait personne, il dit bon, allez, montrez-moi. Et alors là il a regardé, il s'est arrêté, il nous a regardé. S'est arrêté, il a regardé, il dit bon, venez avec moi. Et là, il nous a présenté à tous les éditeurs, et 2 semaines après, j'avais l'appel pour faire de la Légion. C'est quand même génial. Ouais. Ouais, mais c'est surtout qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Je t'ai dit, comme je t'ai dit, il n'y avait pas d'option pour moi, c'était même pas. C'était ça, point. Fallait que je sois pris, c'est tout. Donc j'imagine que tu fais tout ce qu'il faut pour que ça passe, quoi. Tu as parlé de sérieux. On a prononcé plusieurs fois le mot industrie. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est aux USA, c'est une industrie de faire de la bande dessinée. Ici, ce serait une insulte. Hein. Il y a un côté, comment ça, de l'industrie? Ouais, nous sommes des artistes. Oui. Et en même je temps, tiens à dire que quand j'ai commencé, j'ai fini par me présenter comme l'agent du diable à chaque fois que je revenais dans les salons BD. Sinon, c'était eux qui le disaient. est-ce que être professionnel au sens là, livrer, être carré, être à l'heure, remplir la commande et compagnie, c'est absolument et totalement fondamental? Oui. C'est même le cœur c'est le secret? Alors, moi, C.B. Cebulski, qui était à l'époque le recruteur pour Marvel, mais maintenant c'est le boss, il m'a dit un jour, en fait, il y a 3 qualités pour être un auteur de BD, de comics. C'est la première, il faut être bon dans ce qu'on fait. La deuxième, il ne faudra jamais rater une deadline. Et la troisième, il faut être un très bon collaborateur. Tu peux être mauvais dans un des 3 si tu es exceptionnel dans le deuxième, mais ça ne peut jamais être la deadline. Voilà. Bon, après, quand on a un coloriste et qu'on connaît ses propres deadlines à lui, on peut encore... Oui, moi je compte sur le lettreur. Devenez pas coloriste, personnellement. vous avez l'info. moi je compte sur le lettreur. Hein. Je sais que si on me demande mon boulot le vendredi, c'est que le lettreur il bosse le week-end. Ça va. Être pro, oui, j'imagine qu'il faut... Enfin, avec le temps... En tout cas, moi, je ne l'étais pas au début. Hein. C'est les histoires de deadline, d'être à l'heure, comme tu dis, au début... Enfin, tu es tellement content de faire ce boulot que tu le fais à fond. Mais moi, à l'époque, je continuais le travail la journée dans l'animation. Et mes premières pages de BD, je les faisais le soir, la nuit. Et donc, être à l'heure, je crois que j'ai été rarement... c'est enregistré, c'est ça? Enfin, Oui, ça... c'est diffusé Ouais, sur Facebook en direct. Là, donc, mais donnons des mauvais conseils. En revanche, il y a, par rapport aux petites phrases et compagnie, il y a Joe Quesada. Non, Marc Millar m'a dit que Joe Quesada lui a dit à une époque que personne ne se souvient. Comment je vais traduire ça en français? Personne ne se souvient à quel
à quel point un bouquin était à l'heure, mais tout le monde se souvient à quel point un bouquin est bon. Et bon. Donc c'est vrai qu'il faut respecter les deadlines, faut être pro. Parce qu'il y a toute une équipe autour. Tu as les coloristes qui arrivent en fin de chaîne, et lui, le pauvre, il doit booster. Les encreurs, il y a toujours... oui. Il y en a, je pense qu'il y a de plus en plus de dessinateur de comics qui s'ancrent eux-mêmes. Oui, c'est ça. De plus en plus. Je pense que l'encreur est une... Parce que traditionnellement, et en plus la chaîne était longue, il y avait l'encreur en effet, etc. Enfin, Ouais. c'était... le premier se plantait, il emmenait 4 personnes Ouais, derrière mais tu lui, sais, quoi. hein, on parle de professionnalisme, parfois le script il arrive en retard aussi. Hein. Ouais, donc t'as beau avoir des noms, des pros au-dessus, ça arrive en retard quand même. Hein. Mais ouais, t'apprends sur le tas en fait. Mais t'apprends surtout, enfin moi c'était surtout compliqué de communiquer. Parce que pour moi je voulais dessiner, puis point, raconter des histoires, mais pour moi c'était suffisant. Mais non, t'as toute une équipe autour et ton éditeur, faut communiquer. Si ta page elle est pas prête pour le vendredi, faut leur dire. Ils vont pas te taper dessus, c'est juste qu'ils sont au courant. Mais comprendre ça m'a mis du temps. Au début, c'était plutôt je dis rien, je réponds pas aux mails et compagnie, tu vois. Et c'est juste pour en fait, parce que je pense qu'il y a cette mentalité française aussi de le bâton, tu sais. Le management à la française où tu sens que le patron il va t'engueuler, alors que pas du tout. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Enfin, je sais pas comment on t'encourage quand même. Faut pas déconner, mais. C'est une question de décryptage aussi. La communication est différente. Genre, si on te répond pas en majuscule avec 3 points d'exclamation, tu te dis j'ai fait un truc mauvais, quoi. Ah ouais. Du coup, ça se comprend différemment. Personne va te dire t'es vraiment en retard. Ils vont plutôt écrire just checking in. Ouais. Genre, dites donc, c'est maintenant. Bref. Et nous avons pensé pour tous les auteurs qui en ce moment bossent comme des fous pour être à l'heure. Jean-Paul Renaud. Ah oui. Paul, si tu nous regardes. C'est beaucoup trop tôt pour Paul. Moi, début 2016, c'était fin 2015, début 2016, j'étais en retard sur un épisode, un storyboard. En général, j'avais une semaine pour faire un storyboard. Et là, j'étais vraiment en retard, quoi. J'avais mis 1 mois et demi, je crois. Et c'est la première fois vraiment où je me suis rendu compte que être en retard, le dessinateur final et le coloriste, ils n'ont pas eu leur paye à temps. Ça les a mis dans la merde. Et alors, l'éditeur était gentil, tu sais, mais au final, ça impacte, c'est un boulot collaboratif quand même. Il faut que tout sorte à un temps et en heure pour que tout le monde ait sa paye, pour que tout le monde soit pas dans la merde, quoi, parce que ça reste quand même, surtout pour les coloristes, quand même tendu. Ils doivent vraiment fournir énormément de choses en très peu de temps. Et c'est la première fois où je me suis dit, plus jamais je suis en retard. Et là, j'essaie de plus jamais être en retard. Pour l'instant, ça va. Mais ça a été une leçon vraiment de se dire, tiens... Oui, puis il y a le jour de la pression aussi. Je veux dire, on va pas arrêter les rotatifs pour toi. Le vendredi, on a prime point barre, quoi. C'est ça. Donc... J'y pense. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je sais que les premières demi-heures, personne n'en pose, mais je vois qu'une demi-heure est passée. Donc, n'hésitez pas à un moment, si vous voulez un peu plus d'informations, à le demander. Et pareil, sur Facebook, vous pouvez... tu as déjà des questions sur Facebook. Une question. À la limite, si tu veux la poser. Ah oui, alors. Non, mais... C'est une question un peu technique de Romain, mais je pense qu'il va falloir rentrer un peu dans le vif du sujet à un moment donné, parce que sa question c'est, est-ce que travailler sous la direction de Millard Netflix implique que l'on doit penser des histoires qui devraient pouvoir devenir des séries audiovisuelles? Et une autre question du même Romain, travaille-t-on différemment avec Mark Millar et donc Netflix qu'avec une maison plus classique comme Marvel? Non, ça change pas grand. Enfin, si au niveau de l'investissement personnel, comme la BD, c'était là, c'est un travail beaucoup plus en équipe tous les deux. C'était pas un personnage qui était déjà créé depuis longtemps. Je devais plus m'impliquer au niveau de la création des personnages et donc c'est un travail un peu plus en étroite collaboration. Mais au final, tu sais, en tout cas pour moi. C'est toujours pareil, hein, j'ai mon script, et ensuite c'est à moi de me démerder avec, changer les trucs s'il faut changer, ou respecter s'il faut, et je suis tout seul en face de ma page, et je fais mon taf. Hein, je sais pas, j'arrive pas à dire plus que ça, que ça change pas grand-chose.
Surtout que en fait, Millard, dans les adaptations, ça a toujours été très très libre par rapport aux comics. Le comics est vraiment considéré comme une version, et puis après, quand il passe au cinéma, il se permet des changements monstrueux. Enfin, le Wanted, ça n'a rien à voir quasiment entre les deux, par exemple. Quoi. Donc je ne sais pas si c'est du fait de Mark Millar, mais je pense qu'il n'a pas peur du fait que ce soit très différent, justement. Il veut que le comics soit très bon. Même, Voilà. même dans son approche, quand il te parle, tu sens que ce que j'aime bien chez lui, c'est son enthousiasme. C'est assez communicatif. Alors ça peut être une technique aussi pour tirer le meilleur de toi, tu vois. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est agréable. Et vraiment, il te fait confiance à 100%. C'est... On va peut-être expliquer pour ceux qui ne sont pas complètement au monde du comics. Donc Mark Millar, qui est une des plus grosses vedettes du scénario, peut-être un des ducs du scénario aux USA, avait commencé à monter, à prendre son indépendance par rapport aux grandes maisons qui sont DC et Marvel, en montant le Millar World. Et de fait, il a rejoint Netflix, qui lui a proposé de devenir son éditeur et producteur aussi en audiovisuel, puisque c'était quelqu'un qui était énormément adapté au cinéma. Kick-Ass par exemple, hein, je pense que beaucoup l'ont vu. Donc on est en ce moment dans des grands changements dans le comics à travers ce genre on va voir comment ça tourne pour la suite. Mais c'est vrai que Netflix aujourd'hui a besoin de contenu et Millar en apporte. Tu vois, là t'as Prodigy qui arrive derrière, un autre projet. Donc on va voir comment ça impacte le reste de l'industrie. Mais au final, à part que effectivement, le seul changement, moi, que j'ai ressenti, c'est surtout par rapport à la nature de la BD, de la bande dessinée, par rapport aux comics de super-héros, où là, j'avais décidé d'être un peu plus calme au niveau du storytelling, de moins sortir des cases. Moins Kirby. Ouais, voilà, c'est ça. Être presque, à rigueur, presque plus franco-belge. Comme je n'en ai jamais fait, c'est peut-être t'as envie quand même, quand t'aimes la BD, que ce soit du comics ou du manga, ou t'as envie de tester un peu. Donc c'était peut-être par rapport à l'histoire, c'était peut-être un moyen de me rapprocher un peu plus, tenter de me rapprocher un peu plus de l'univers de la BD. Vous avez senti Marvel aujourd'hui, par beaucoup de côtés, c'est considéré comme le laboratoire de recherche et développement de Marvel Studios. Quoi. Joe Quesada, dont on parlait, qui était le rédacteur en chef de Marvel, il est directeur créatif maintenant du côté audiovisuel. Voilà, tous ces gens qui ont développé le Marvel des années 2000 sont finalement ont posé les bases de la fortune de Disney aujourd'hui. Quoi. Donc, est-ce que dans le comics vous sentez cette présence de l'audiovisuel ou franchement dedans c'est comme si ça n'existait pas quoi. Non, en fait, c'est vraiment important. Enfin, moi, je le vois, comme on développe donc une série, on a été assez vite contacté par des agents. On a un agent pour l'audiovisuel et ainsi de suite. Comme la plupart des licences des grosses maisons, en fait, ils ont des contrats déjà qui les lient avec des studios. En fait, les autres producteurs de cinéma développeurs de contenu pour le cinéma sont intéressés pour trouver des nouvelles licences justement adaptées qui ne soient pas déjà sous contrat d'exclusivité en fait. Donc oui, il y a effectivement quelque chose qui se crée comme ça, qui est un petit peu... ça va encore évoluer de toute façon, le comics évolue beaucoup avec le temps. Ça va. Il y a eu un moment, moi je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi je sais qu'il y a eu un moment, j'ai eu un petit peu peur quand on s'est rendu compte que les éditions Marvel étaient le parent pauvre de Disney. Ouais. On s'est dit, ça se trouve, ils vont juste garder les licences et fermer la maison. Ça fait quoi 200 millions Personne ne s'intéresse à ça. Enfin bon. Non, mais t'as des ponts aussi qui se créent, des opportunités. T'as des ponts qui se créent, c'est-à-dire que parfois tu peux être contacté par Marvel Studios pour faire des designs pour eux. Tu vois, donc d'un seul coup, tu travailles. C'est une autre manière de travailler, puisque là, tu as toute une chaîne d'approbation et compagnie. Mais ça crée des opportunités à ce niveau-là. Après, les premiers effets que moi j'ai ressentis, c'était ce qui me faisait chier, ce qui m'embêtait un peu quand même, c'était qu'il y a eu au début une tendance à faire que la source d'inspiration s'inversait, c'est-à-dire que c'était le cinéma qu'il était. Les designs du cinéma prenaient le pas sur les designs du comics. Mais je crois que c'est passé. Hein. J'ai l'impression que là, tu as commencé à avoir des designs de costumes qui étaient complètement super compliqués à dessiner, qui prenaient vachement de temps. Captain America, il fallait dessiner toutes les boucles d'un seul coup. Hawkeye, enfin bon, c'était... Là, il y a eu ça. Ça me faisait un peu peur. Parce que d'un seul coup, tu retirais tout le fun, que ce soit super réaliste, avec plein de coutures partout, pour que ce soit plausible, entre guillemets. Mais c'est passé, j'ai l'impression que c'est passé. Ne dis pas que tu aimes la couture, ça fait un peu cliché, quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de super-héroïnes dans le costume, c'est un catsuit genre d'une seule couleur. Rajoute des coutures, ça le rend déjà un petit peu plus marrant à dessiner, parce que sinon...
Voilà quoi. Mais du coup, j'aime bien les coutures, mais j'aime pas les poches. C'est tout ce que je disais. C'est une drôle d'histoire, hein. D'abord, là, c'est ce qui s'est passé dans cette évolution-là, parce qu'à la fin des années 90, Marvel est à genoux, plus rien n'existe, on se dit que le comic super-héros va sans doute calancher. Il y a une équipe jeune autour de Joe Quesada qui finalement réinjecte une énergie folle dans tout ça. Tout ce qu'ils vont créer va servir de base au film. Aujourd'hui, on espère que les films vont pas bouffer le comics. C'est quand même étonnant comment ça bouge très très vite aux USA. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est plus calme ici, quoi. Être auteur de comics, c'est sans doute être aussi capable de s'installer, de changer comme ça rapidement de point de vue sur plein de choses, parce qu'il doit falloir s'adapter plus vite peut-être. Non, vous n'avez pas cette impression-là, bah, c'est bon signe. Est-ce que vous avez ressenti, alors toi particulièrement qui as travaillé de côté, une vraie différence entre l'idée du droit d'auteur tel qu'on le pratique en Europe? Alors, oui, petite explication historique rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a vraiment deux systèmes pour envisager la propriété intellectuelle dans le monde. Il y a le système qui est né en France, qui est celui du droit d'auteur, c'est-à-dire que par principe, l'œuvre appartient à l'auteur, et l'auteur en délègue l'exploitation à des éditeurs, producteurs, etc. Aux USA, c'est la culture anglaise, c'est celle du copyright. Le propriétaire de l'œuvre, c'est celui qui la publie. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment deux univers très différents. Alors la vision qu'on avait souvent, c'est qu'en gros ici, on est des auteurs et on possède notre œuvre et c'est formidable, alors qu'aux USA, ils sont exploités puisque le copyright appartient au... Alors c'est beaucoup moins caricatural que ça. Est-ce que vous avez senti est-ce que tu sens une vraie différence dans ton rapport à ton travail? Moi, je dirais qu'aux États-Unis, il y a trois façons de gérer le copyright. C'est-à-dire que tu as la façon qui est par les grosses maisons d'édition, sur lesquelles... alors, chez Marvel, chez DC, c'est un petit peu différent, mais depuis 4 ans maintenant, chez DC, ils versent des droits d'auteur aux illustrateurs et aux auteurs. Si tu fais comme c'est mon cas, alors ils continuent à le décomposer, même si ça ne sert à rien chez moi, comme je suis digital painter, mais ancrage, couleur, sketch, j'ai 10%. C'est ce qui est pas mal en fait. Par contre, chez Marvel, ils versent plutôt... Bon, alors je sais que toi, tu as eu des droits d'auteur. Chez Marvel, moi, j'avais ce qu'ils appelaient des incentives. Donc, de temps en temps, je reçois un truc, je ne sais pas d'où ça vient, et je ne sais pas comment le décompter. Mais ça arrive. Quand tu dis droit d'auteur, c'est royalties. Oui. Oui. Oui, par contre, je ne toucherai rien si on utilise mes designs pour en faire des trucs. Genre, ils ont fait des jeux vidéo. Oui, c'est différent. Et c'est différent aussi pour les gens qui sont arrivés derrière moi. Ils ne touchent pas la même chose que moi. Enfin, ça évolue beaucoup, le droit d'auteur aussi dans les grandes maisons d'édition. Dans le cadre d'ici, ça a évolué de façon positive. Après, il y a aussi des maisons qui sont plus petites, qui elles versent où on est auteur, mais on touche des droits d'auteur qui sont plutôt à la française. C'est les maisons où tu possèdes justement le copyright, où l'auteur arrive et dit je suis le producteur, c'est à moi. Une production à la française où tu as des droits d'auteur qui ressemblent effectivement aux droits d'auteur français. Et après, il y a Image pour qui je travaille. Faut savoir que l'investissement personnel, on parlait d'industrie tout à l'heure, est très très différent. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe créative qui comprend moi, mon scénariste, on a un avocat, on a un agent, on a une éditrice indépendante, on a un lettreur qui est d'ailleurs sur la couverture que nous créditons, et un designer. Et tous ces gens-là, nous les payons nous-mêmes, mais on a 80% de droits d'auteur. Il y a un flat fee de chez Image qui est de $3 000 en fait, qui est donc ce que touche Image définitivement, et ensuite plus les 20% qui touchent. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne Image pour le moment. Qui possède le copyright? Moi. Enfin, vous, toutes les personnes concernées, oui, toi et... C'est ça. Oui. En fait, vous êtes réparti un pourcentage sur le contrat en disant voilà 50-50. Voilà. D'accord. Et dans le franco-belge? Quoi? Et dans le franco-belge? Le franco-belge, le franco-belge, le classique, c'est 8% à se répartir dans l'équipe créative. D'accord. 10 à partir de, je sais pas, 10 000, 15 000. Bon, ça dépend un peu, oui, mais dans ces eaux-là, on va dire il y a un Et plat. 12 si tu vends bien, mais ils essayent de baisser en ce moment les pourcentages. Ah ouais. Alors, dans la jeunesse, par Beaucoup, exemple, c'est 5% très souvent. oui, le SNAC est mobilisé c'est avec la encore charte différent, pour. Ça va être un de nos combats de l'année de ramener tout ça à des scores décents. Ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que vous n'avez pas le contrôle dans les grandes maisons de la propriété intellectuelle, mais de fait, vous êtes traité en termes de revenus de la même manière que vous le seriez en France. C'est-à-dire que la différence se joue vraiment sur le fait que ça vous appartienne ou pas. Oui. Sachant qu'en France, on a l'impression... Pour certaines personnes, c'est tragique parce qu'ils ont vraiment créé des personnages qui sont emblématiques. Ils les voient passer au cinéma et c'est vrai que c'est un peu triste. Alors en France, ceci dit, on a l'impression que c'est comme c'est à nous, c'est génial. Mais quand on regarde de près, quand la série et la chaîne éditeur en sortir, c'est un cauchemar.
Donc, quelque part, l'éditeur verrouille les personnages à l'intérieur de la maison d'édition, même si officiellement ils sont à nous. Malheureusement, la grande majorité des auteurs signent des droits audiovisuels au moment de la signature des contrats. Donc, il y a 50% qui partent dans la poche de l'éditeur s'il y a un film, etc. Donc, en fait, ici, le principe de base est que c'est à nous et on se fait beaucoup manger. Alors qu'aux USA, le principe était que c'était à l'éditeur. Et de fait, les auteurs se sont bien battus pendant les 20 ou 30 dernières années. Et de fait, vous avez récupéré au moins les résultats financiers de votre travail, quoi. C'est marrant parce que vraiment, j'ai l'impression que finalement, ça part d'une logique très différente, mais finalement, l'auteur, l'impression que ça donne, parce que quand je vous écoute, c'est qu'il est presque plus respecté en termes de tout ce qui en découle finalement, parce que effectivement, comme disait très justement Denis, en franco-belge, on va dire, pour résumer, effectivement, nous, on cède beaucoup de nos droits, en fait, parce que les contrats dits de base qui n'existe absolument pas, hein, surtout c'est une notion d'éditeur. En fait, du coup, on cède tous nos droits contre soi-disant des droits, enfin un peu de sous. Contre des facilités, en fait. Ouais, mais en fait, concrètement, effectivement, c'est exactement ce que disait Denis, c'est que ça nous échappe, ou alors c'est imputé à nos avances et tout ça, et in fine, il ne nous reste pas grand-chose, en fait. Donc, et surtout, l'éditeur, surtout se blinde sur les contrats pour avoir décision de tout. Donc, finalement, copyright, droit d'auteur, c'est beaucoup plus nuançable que ça ne pourrait le paraître. Point très pragmatique, vous êtes payé pour faire les planches et vous avez des royalties de 10% dès la première vente. Non, je crois que Ou pas. C'est quand même des avances sur droit. Alors, effectivement, ça se négocie. Voilà, oui. Non, mais je veux dire, par principe, c'est plutôt des avances sur droit. Donc, on est vraiment sur des modèles qui sont devenus extrêmement proches, en fait, au niveau financier, oui. Moi, alors après, tu parlais de mythes ou d'idées préconçues qu'on a. C'est vrai que j'ai jamais travaillé pour la BD française ou européenne. Et c'est vrai que j'ai cette image de flou artistique un peu à ce niveau-là, au niveau business, le côté business, que j'ai cette impression que c'est compliqué, que comme on dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, tu as l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression cette idée que, alors que j'ai l'impression que aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair. Les choses sont beaucoup plus définies. Comme tu disais tout à l'heure, on peut monter son équipe. Tu as des éditeurs en freelance, tu as des avocats, tu as des agents qui sont là, tu as des espèces d'offres. C'est ça, ouais. Et c'est à toi de prendre et créer ton équipe. C'est l'industrie. C'est-à-dire Ouais, que ouais, tout le monde sait que c'est une histoire on crée des contenus pour le grand public en quantité, dans lequel on investit de l'argent, on en récupère, enfin tout ça normal. Alors qu'ici, il y a le fantasme avant tout, on est des créateurs purs, détachés des histoires d'argent, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas. La grosse différence, c'est que, en tout cas pour les grosses maisons d'édition, on arrive en tant que prestataire de service. Les maisons d'édition nous embauchent parce qu'ils savent qu'on va pouvoir fournir un travail. C'est assez différent, c'est-à-dire que c'est pas l'inverse. En France, j'ai l'impression, enfin de ce que j'en ai gardé, qu'on essayait toujours de me dire non mais c'est pour toi, on va t'aider à grandir, alors que là c'est vraiment l'inverse, totalement. Bon, en France, ça existe, mais quand on travaille sur Spirou, ce genre de choses, en fait, qu'on a un personnage qui est déjà sous licence, on retrouve ce modèle à l'américaine, finalement, dans les licences, quoi. On peut parler là un peu, on a parlé d'argent, parlons art. C'est très différent de faire du comics en tant qu'auteur, la narration, les images qu'on fait, etc. Est-ce que tu parlais tout à l'heure justement de faire à la franco-belge, etc. Ça veut dire quoi pour toi faire à la franco-belge? Non, mais c'est Ouais. C'est juste dans l'approche, c'est-à-dire que je voulais... tu sais, dans le comics, tu peux composer ta page, vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite, j'ai pas l'impression qu'il y ait des limites, en tout cas, dans la composition de ta page. La seule importance, c'est ton sens de lecture. Ouais, ta visibilité et surtout ton sens de lecture pour... Enfin, surtout quand tu travailles dans la BD, tu as envie de transmettre une histoire, en fait, de traduire une histoire visuellement et que ça fonctionne, que les gens ne soient pas perdus. Donc, c'est surtout ça. Mais après, tu peux t'éclater tu dois composer forcément ta case, mais tu peux aussi composer ta page. Tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux faire des personnages, tu peux même ne pas faire de cases. Alors que dans le franco-belge, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus réglé à ce niveau-là. Au niveau du nombre de cases ou de lignes. J'ai l'impression. Non, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a aucune obligation en franco-belge. Ah ouais? Mais en effet, moi je suis assez d'accord, il y a beaucoup d'auteurs qui se collent des espèces d'obligations stylistiques
et depuis longtemps, nous, quand on est arrivé, notre génération, là, les Laufray, Vatine, machin truc chouette, on était considérés comme des cinglés parce qu'on osait faire des cartes de travers de temps en temps, quoi. Enfin, c'était, Je crois que- les ouf. Je crois que c'est une question aussi peut-être de public, c'est-à-dire que peut-être que les auteurs se brident, mais d'un point de vue, c'est la même chose. On fait le même boulot dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de éclater les pages, c'est tout à fait possible. Après, peut-être que ça va réduire, nous, un certain lectorat. Peut-être, hein. Peut-être que du coup, on a moins de gens qui vont lire les BD, quoi. Donc peut-être on se bride inconsciemment et peut-être que du coup, c'est ça qui se passe. Plus que l'impossibilité de le faire. Oui, je me demandais si c'était pas plutôt les éditeurs, le regard des éditeurs sur le travail qu'on va leur livrer, qui vont. Oui, mais c'est aussi lié à ça, je pense. Par expérience, je me souviens que j'avais un pote qui avait travaillé à l'époque, qui travaillait dans le comics. Ah, non, c'était Pascal Alix, justement. Il avait fait des pages pour les humanoïdes, les humanos. Et plusieurs fois, les éditeurs lui ont dit mais pourquoi ton personnage là il avait fait une espèce de caméo. Sur une télé, on voyait une image de Hulk, de la série télé, l'ancienne série des années 70-80. Et déjà, l'éditeur lui avait dit mais pourquoi tu mets ça, il n'y a pas de sens. Il avait dit juste comme ça, c'était un petit clin d'œil. Bah non, ça n'a pas de sens. Ou alors quand un personnage sortait un peu de la case, eh ben on revenait sur lui pour lui dire mais non, pourquoi il sort de la case, ça n'a aucun sens pareil. On m'a fait des remarques parce que j'avais des tours noirs autour de mes pages, hein, quand même. Que je mettais au mieux d'avoir du blanc autour des pages, j'avais du noir sur des pages. Genre, oh là là. Je pense que là, typiquement, on est confronté, en fait. Les auteurs sont prêts à tout ça. Enfin, même les lecteurs, je pense, en fait, une catégorie de lecteurs. Mais c'est vrai que peut-être c'est une question de poste de responsabilité d'éditeurs et qui ont aussi une connaissance aussi du public, du potentiel aussi et commercial. Et je pense que c'est peut-être lié à ça. Mais peut-être que, j'espère, hein, ça va changer parce que j'aime beaucoup les compositions éclatées, tout ça, les fonds perdus, c'est un truc. La génération Strange, elle date des années 80, la génération manga des années 90. Le public, il en a vu des choses éclatées. Même si je suis un auteur franco-belge, j'ai vu l'arrivée des comics, j'ai vu pas l'arrivée des comics, mais j'ai vu les comics évidemment, les mangas, et en tant qu'auteur, il n'y a pas de frontières, quoi. Ça n'existe pas. On est influencé de plein de trucs différents. Après, on tombe plus. Nous, étant en France, on s'est simplifié la vie. On était voir des éditeurs français, mais ça s'est passé comme ça. Après, moi, je suis pas un grand lecteur de comics par ailleurs, donc effectivement, j'ai pas eu cette passion et cette envie absolument de publier par des auteurs, des éditeurs américains, puis d'aller là-bas. Mais par contre, malgré tout, ça passe. Peut-être indirectement d'ailleurs, peut-être avec des auteurs français influencés par des auteurs américains et que du coup, tout ça, c'est un méli-mélo, je pense. Non, et puis d'un seul coup, je pense à Sergio Topi, où par exemple c'est du BD européenne, et ben là, les cases, il faisait ce qu'il voulait lui. Alors je sais pas si c'est parce que c'était lui. Malheureusement, ça se vend très mal. C'était quoi? Ça se vend très mal, malheureusement. Donc on voit bien en effet qu'il peut y avoir, ça peut faire peur, quoi. Oui, et puis il faisait ça à l'encre, c'était de l'art. Oui. Et ça a toujours été un auteur pour passionner, gens très sophistiqués, etc. Et donc il y a en effet sans doute une certaine difficulté. Le strip franco-belge initial a sans doute marqué très profondément. Mais est-ce que dans le numérique, tu as l'impression qu'il y a deux cultures différentes aussi dans la manière d'envisager le turbomédia ici et la BD numérique là-bas? La question qui te fait peur, c'est ça? Mais déjà, de base, je trouve que les lignes sont un peu plus floues en France maintenant. Il y a Nicolas Pétrimo, tu as Last Man, tu as Mathieu Bablé. Pour moi, c'est plus franchement de la BD franco-belge à papa. Il y a un peu de tout maintenant. Il y a toujours la BD franco-belge à papa, qui est présente en masse quand même. Mais les lignes bougent déjà dans la BD classique en France. Après, dans le numérique, il y a de tout. Parce qu'on peut tout faire en vrai. Donc on n'a pas besoin d'avoir des cases avec des bords blancs, on peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter de l'animation, on peut rajouter de la musique. C'est en fonction du projet, de l'histoire qu'on veut raconter. On a tout un panel d'outils qu'on peut utiliser. Alors il ne faut pas tout utiliser, c'est comme les gens qui découvrent Photoshop pour la première fois. Ils vont te mettre tout et n'importe quoi dans leur image. Voilà, des lancers partout. Et du coup, il faut apprendre la grammaire du numérique, il ne faut pas utiliser tout n'importe comment. Et il faut toujours penser à l'histoire d'abord, comment on raconte l'histoire, comment on la rend fluide, que ce soit pour un téléphone portable, que ce soit en réalité virtuelle, comment on s'assure que le lecteur n'est pas perdu, qu'il sait quelle est notre intention dans la narration. Et ça, on a ces compétences-là en France parce qu'on a des très bonnes écoles de dessin animé, de jeux vidéo aussi. Et maintenant, les gens sont vraiment une culture hybride. On va retrouver des gens qui bossent dans le jeu vidéo, qui vont faire de la BD, du dessin animé.
ça permet de faire bouger les lignes aussi, que ce soit dans le numérique ou dans le papier. Tu penses quelque part que l'avenir, il est à être auteur international, à la pratique variée? Moi, je pense qu'il faut savoir tout faire maintenant. Même savoir un peu coder, même savoir... Des fois, je fais du consulting pour la Shueisha et je parle pas japonais, etc. Mais je sais que si je parlais japonais, je pourrais carrément bosser beaucoup plus au Japon. Apprenez des langues, apprenez l'anglais, c'est vraiment la base. Ça ouvre des portes partout, quoi. Maintenant, on est dans un monde vraiment au niveau Internet où on peut avoir des opportunités partout. J'espère que Phil va peut-être vous approcher là. On arrive aux limites, voilà. Ça arrive, ça va. Je crois que c'était le même qui roulait. Ok, bon, je vais me mettre là, voilà. Non, c'est juste pour savoir parce que je me pose la question, est-ce que c'est possible, selon vous, qu'un scénariste qui ne dessine pas français puisse bosser chez Marvel et DC? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Comic-Con à San Diego, même si à chaque fois je m'inscris et chaque année j'y vais pas. Mais j'ai pas pu voir, enfin, j'ai pas cru voir sur les pages d'ici, machin, ou Marvel, quand ils disent vous venez avec votre book ou tout ça, s'il y a les scénaristes, si on peut. Alors, en ce moment, il y a Pierrick Collinet qui travaille avec Elsa Chartier et qui, effectivement, écrit des histoires. Il travaille sur la princesse Leia, ils ont bossé pour Marvel. Et en fait, bon, alors je vais parler vraiment succinctement de leur expérience parce que c'est la leur, c'est pas la mienne. Eux, ils ont fait un Kickstarter, ils ont fait une BD qui a été directement... Infinite Loop, là, c'est ça oui, c'est ça, directement en anglais. Ils sont allés démarcher avec, ça a très bien marché. Et ça s'est fait assez naturellement, finalement. Je signale qu'ils étaient invités, mais ils n'étaient pas dispo pour aujourd'hui. Pour bosser pour ce genre de maison d'édition, il faut, quoi qu'il arrive, il faut être publié. Il faut avoir quelque chose à montrer. C'est le plus important. De toute façon, c'est des maisons qui vont pas... Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment très, très rare. Ils ne vont pas embaucher des gens qui n'ont pas d'expérience. Le truc, c'est qu'ils ont besoin de savoir que vous allez fournir un travail qui sera publiable, en fait. Parce que vous êtes déjà allé au bout d'une publication. Aller au bout d'une publication, c'est pas juste écrire quelque chose qui est fini, c'est aussi travailler avec un éditeur et être capable de travailler avec un auteur, un illustrateur, par exemple. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est parce que bon, moi je bosse chez Soleil, chez Lombard, tout ça, mais c'est... En fait, je me suis même posé la question, mais comment je fais pour parce que si j'envoie un mail à quelqu'un, il va pas forcément... Moi, je vous conseille de faire traduire vos histoires, même à vos frais, et de les envoyer. Ok. Moi, je rajouterais quand même que, je ne sais pas si vous êtes bilingue ou pas, mais il faut alors déjà être vraiment bilingue pour pouvoir prétendre à faire des scénars. Alors, Pierrick, il bossait avec un traducteur. Alors, au début, il bossait comme ça, et après, c'est pareil, Pierrick et Elsa, ça a été un long processus. On a l'impression que ça s'est passé vite, mais c'est quand même, ça a été... À cette échelle, oui, c'était rapide. Ça a été rapide quand même, mais c'est quand même quelques années donc de travail, d'expérience, de monter en puissance. Tu as Fabrice Sapolsky, tu as Balak qui a fait deux scénarios peut-être, je crois même. Et avant ça, il y avait Jean-Marc L'Officier dans les années 90. Mais voilà, c'est possible, c'est très rare a priori, de bosser pour Marvel ou DC en étant français. Mais maintenant, avec Internet, j'ai envie de dire, il faut faire d'abord quelques séries en anglais, en indé, etc., les publier. Pour prouver qu'on est capable de produire le même boulot qu'un anglais, qu'un anglophone. J'avais une petite question, parce qu'on est dans le scénario, sur la relation avec les scénaristes en France. Parfois on discute, même avant que l'histoire commence, sur comment on envisage les choses, on fournit de la doc pour faire rebond. Et vous, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... chacun sa part. Vous avez alors peut-être vous allez me répondre justement parce que peut-être que c'est chacun. Vous avez un truc, on vous livre un truc et vous faites le dessin exactement de ce qui est machin. Est-ce que vous avez une marge? Comment ça se passe? Ah non, c'est non. Déjà au niveau de la rencontre pour les projets, ça peut se passer effectivement par l'éditeur qui propose tel projet et tu dis oui ou non et puis ensuite tu n'es même pas obligé de parler avec le scénariste. Mais et t'en as d'autres. Selon les projets où ça s'est fait, moi personnellement, il y en a d'autres où ça s'est fait sur une convention. Avec un scénariste, on a commencé à discuter, on a commencé à réfléchir sur un truc, et ensuite on a proposé à l'éditeur, à Marvel, pour faire tel projet. Je ne sais plus c'était quoi, je crois que c'était sur les X-Men. Donc à ce niveau-là, c'est assez varié. Ensuite, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Franco-Belge et de comics,
J'avais vu une émission il y a très longtemps sur Arte, je crois, ou sur la 5, je sais plus. C'était sur le franco. Je sais plus, je me souviens plus de l'auteur. Hein. Mais on nous montrait le processus pour faire la BD. Et j'étais assez marqué. Je crois que j'ai aussi, moi aussi, dans ma tête, j'ai aussi des idées préconçues sur le franco-belge. Hein, ce qui me fait un peu peur aussi. Parce que j'avais vu l'auteur qui parlait, enfin le scénariste, qui demandait au dessinateur de changer telle case ou telle case pour que ça colle à son storytelling à lui. Et j'avais trouvé ça... C'est fréquent. Hein. Ah, mais j'avais trouvé ça horrible. Je me dis, mais à ce moment-là, où est l'intérêt? Dans le comics, en tout cas de mon expérience à moi, c'est effectivement, souvent tu as des scripts avec des cases par case, ça dépend des scénaristes aussi, mais vraiment, c'est qu'une indication. C'est vraiment, tu peux changer. Hein. Enfin, en tout cas, de mon expérience, j'ai jamais eu un auteur, un scénariste qui m'a dit derrière, ah non, mais ça, j'avais écrit ça, faut que tu remettes ça. À part, effectivement, si jamais tu oublies un élément qui est super important pour l'histoire. Mais sinon, ils te font totalement confiance à ce niveau-là. À partir du moment où ils ont décidé de travailler avec toi, ils te font confiance. Moi, j'ai même, Pas obligé, hein. Enfin, lui, il va juste regarder que tout fonctionne bien dans les délais et que s'il y a des problèmes de droit, tel personnage ressemble à trop, machin, il va intervenir. Mais sinon, non. Non, du tout. On est sur un réglage réalisateur au cinéma par rapport au scénario, en fait, par beaucoup de côtés. Le dessinateur est le réal, quoi. À un moment, c'est son truc, quoi. Mais moi, ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai même carrément l'inverse, où quand je travaille avec, en ce moment avec Kieron, quand je lui rends les pages, lui il fait une seconde lecture pour vérifier que effectivement le texte va bien avec l'image. Bon, normalement avec le sketch c'est déjà passé, mais ça lui est déjà arrivé de changer le dialogue parce qu'il trouvait que ça allait mieux avec ce que j'avais dessiné. Et même à un moment j'avais fait une splash comme ça, où, enfin une pleine page où normalement il y avait beaucoup de texte. En fait, il a tellement aimé la page qu'il a enlevé tout le texte. Et il a laissé juste un petit bout de dialogue, c'était ce qu'il y avait. Et il a enlevé tout le texte off parce qu'il trouvait que ça suffisait à lui-même. Quelque part, la narration visuelle est vraiment le truc le plus important dans le comics. C'est-à-dire que c'est l'art de la narration visuelle. Nous, en franco-belge, on a une tendance à être un art de l'histoire qu'on raconte, quoi. Et on voit bien la critique ici, elle passe sans arrêt de l'histoire, elle a beaucoup de mal à parler du dessin, elle parle jamais de la narration quasiment. Donc on sent bien qu'ici, il y a un complexe du livre, j'allais dire, du roman, dans la bande, voire du roman graphique maintenant, dans un complexe de littérature ici, alors que vous êtes un art graphique avant toute chose dans le comics. Oui, non, aux États-Unis, le scénariste, c'est toujours la star. Tout de même. Ça n'a pas été les années 90, c'était différent. Ouais, enfin, en ce moment. Ouais. En ce moment, c'est le scénariste, c'est la star. C'est le scénariste, la star, oui. Ouais. Comme dans la série télé, là, on suit le même phénomène. Mais tu vois, que tu parlais... C'est ça, ouais, mais c'est BD, c'est visuel. Hein. Moi, dès ma première... Je me souviens, mon premier projet à l'époque sur Légion, une des premières cases que j'ai eues, c'était... c'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas suivre à la lettre le scénariste. Parce qu'au début, tu sais pas, personne te le dit. Alors tu y vas, et au bout d'un moment, tu tombes sur une case où tu as 5 trucs qui se passent. Un autre, il court là, l'autre, il fait ça, l'autre, il fait ça, et là, tu te dis, mais... alors, soit je fais, puis alors, j'ai du Tintin, pardon, RG, mais enfin, un truc un peu statique, ou alors je change, je redécoupe la page. Et c'est là que j'ai compris que c'était... fallait pas... C'est notre métier à nous. C'est le langage visuel, c'est nous, quoi. C'est... eux, ils écrivent leur truc, mais ça marche pas. Ils ont pas cette fibre pour que ça fonctionne au niveau visuel. Enfin, il y en a forcément, mais de manière générale, c'est à nous, c'est notre boulot à nous, c'est notre taf à nous, ça. Alors, pour les étudiants qui sont là, en France, maintenant, tout est permis. Hein. C'est aux dessinateurs et aux scénaristes de s'entendre sur le réglage qu'ils veulent adopter. Hein. Oui, mais de toute façon, tous les scénaristes travaillent différemment. Il y en a qui sont très, très, très visuels, où ils vont quasiment vous faire un damier, en disant, moi, je veux cette case-là, cette case-là, Moi, je ne peux pas travailler avec cette méthode-là, parce que moi, je suis comme toi, en fait. J'ai besoin de raconter des histoires, j'ai ma façon de découper. J'ai du mal à me compacter pour me mettre dans la méthode de travail de quelqu'un d'autre. Avec mon scénariste, mais avec la plupart des scénaristes avec lesquels j'ai travaillé chez Marvel, en général, c'est une description assez succincte. Il y a le nombre de cases, parfois il n'y en a même pas d'ailleurs. Et en général, je m'arrange pour mettre ce qu'il faut à l'intérieur. On me dit ce qu'il y a dans la case et c'est moi qui décide quelle taille elle fait, où je la mets, comment. Enfin,
c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe bien pour moi. Mais je sais qu'il y a des dessinateurs qui eux aiment bien qui aiment bien avoir le storyboard de quelqu'un d'autre. Moi, je pourrais pas faire ça, mais il y en a qui aiment bien être que dessinateur, pas narrateur visuel. Ouais. Voilà, complètement. On a une question? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le numérique, sur les turbomédias chez Marvel, on avait des scénarios, enfin des synopsis plutôt, parce que c'était vraiment un truc en 1 ou 2 pages où on était super libre. Et après avoir fourni le storyboard, les layouts, le scénariste posait les dialogues par-dessus. Vraiment à l'ancienne, où on avait très peu d'indications au final, et c'était bon. La fameuse méthode Marvel des années 60, on se l'est réapproprié un petit peu. Ça donne plus de pouvoir aux metteurs en scène. De toute façon, nous, on se considère comme metteurs en scène quand on fait ce genre de boulot. Et je sais pas, moi, c'est ma partie préférée du travail. Donc. J'ai une petite question de John Doe sur le fameux. Il y en a beaucoup. Bonjour tout le monde. On a parfois l'impression que pour être publié, on a déjà plus ou moins abordé, je préfère vous prévenir, mais bon, c'est intéressant quand même de remettre une petite couche. On a parfois l'impression que pour être publié aux US, il faut être installé là-bas et travailler dans l'univers des super-héros. Vous semble-t-il possible d'être publié et d'éventuellement percer aux US en vivant à l'étranger et avoir un style franco-belge? Moi, je ne sais pas ce que c'est un style franco-belge, mais à part les côtés un peu narratifs. Manga ou autre, est-ce que cela intéresse les éditeurs, le public et le marché américain? Merci. Le marché américain, déjà, il est très diversifié maintenant. Tu as des gens comme Michael Allred qui ont un style qu'on ne pourrait même pas imaginer chez Marvel, mais ça marche très bien. Et en plus, moi, j'ai jamais vécu aux États-Unis, donc je pense que c'est possible. Hein. Oui, moi non plus. J'ai commencé. J'étais jamais allée aux États-Unis avant. Je suis allée pour la première fois après avoir bossé pendant 1 an pour Marvel. Je n'avais rencontré personne. Ils ont des auteurs de partout aujourd'hui. Des Espagnols, des Italiens, du monde Beaucoup entier. d'Italiens. Ouais. Puis Donc, ils traduisent. Moi, je suis publié aux États-Unis sans avoir jamais bossé pour un éditeur américain. Ouais, il y a Internet aujourd'hui. Hein. Joe Quesada a publié chez Marvel, justement. Il est venu à Angoulême, il a vu des trucs qui l'ont plu, il a essayé de les publier chez Marvel. Maintenant, je suis chez Titan. Enfin, faut pas non plus être focalisé sur le marché américain. On peut y être sans avoir été chez un éditeur américain. Oui, et puis c'est même pas une histoire de style non plus. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a un style comics. Moi, je pense que je suis assez bien placée pour dire que, pas vraiment. Moi, j'ai pas particulièrement un style qu'on appellerait comics. Toi, tu es déjà plus dans l'ancrage, des machins à l'ancienne, mais moi, je suis loin, quoi. Non, c'est varié. Hein. Tu viens de te faire traiter d'auteur à l'ancienne. Je sais, mais j'assume. Non. Moi, j'aime mon J'ai dit papier, un trait à mon stylo, mon l'ancienne. crayon. La Cintiq, c'est pour c'est les tocards. Voilà. C'est vrai? Non. Vous avez des questions? Parce qu'on s'approche, donc c'est un peu le moment. Il nous reste 20 minutes, c'est ça? Moi, je voulais juste que Stéphanie nous parle un peu plus de sa spécialisation aussi sur le cover artist, en tant que cover artist. Je sais pas trop quoi dire. En couverture de comics, en général, il y a 2 approches. Il y a l'approche que moi j'appelle l'approche pin-up, qui n'est pas forcément un truc sexy, mais qui est en gros un personnage tout seul sur un fond isolé. C'est souvent, en gros, on fait les couvertures 3 mois avant la sortie du bouquin, donc il faut qu'elle soit prête pour les previews. Parfois, le bouquin n'est pas écrit à ce moment-là, donc et souvent, comme moi, en plus, je fais des variantes, des couvertures alternatives qui sont commandées soit par la maison d'édition, soit par maintenant des boutiques font ça, ils se commandent de 3000. Non, je crois que c'est quoi le minimum, c'est 3000. Oui, c'est 3000. Et puis ils les vendent à leurs collectionneurs. Et en général, eux, ils aiment bien avoir un personnage comme ça. Après, la deuxième approche, c'est effectivement travailler sur l'histoire, être plus impliqué, comme quand on travaille sur une série à long terme. En général, on travaille plus avec le scénariste. Et à ce moment-là, on fait quelque chose. Moi, j'appelle ça des rébus. Parce qu'effectivement, on met tout ce qui correspond à l'histoire. Et en fait, tout est déjà sur la couverture, mais on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas lu. Et ce n'est pas pour autant que c'était un spoiler, mais d'un coup, en fait, tu as toutes les clés pour comprendre qu'est-ce que tu avais déjà vu. Moi, j'aime bien le moment où ils ferment les couvertures et se disent « Ah, mais c'était ça, en fait ». Alors, James Dean, il est vraiment parfait pour ça. C'est le roi du rébut graphique. Et en gros, c'est ce que je fais. J'essaye aussi d'acheter tous les ans un truc qui s'appelle Spectrum, qui est la publication annuelle du meilleur de l'illustration fantastique de l'année. Donc,
pour me tenir au courant, parce qu'il y a des courants dans l'illustration. Et en fait, être cover artiste, c'est pas seulement être un bon dessinateur, c'est aussi savoir comment son image sortira au milieu des autres couvertures. Pour ça, le problème, c'est qu'on peut pas être juste bon en tant qu'illustrateur, que ce soit en tant qu'illustrateur de bande dessinée ou de couverture. Il faut évoluer parce que, en fait, il y a un moment ou un autre, les autres évoluent, ils vont vous rattraper, vous dépasser. On peut pas juste rester statique, il faut avancer. Il y a un côté affichiste ou publicitaire même quand on fait la bien couverture sûr, en fait. Oui. Complètement. On a souvent d'ailleurs les mêmes passions. À la base, on est tous fous de Mouka. Il y a des illustrateurs comme ça qui reviennent régulièrement. Enfin, c'est évident. C'est compliqué. Enfin, je sais pas comment toi tu fais. Moi, je mets tout sur la diagonale. Tout sur la diagonale. Les diagonales, même quand il n'y a rien qui se passe, c'est dynamique. Tu vois ? Tout sur la diagonale. Et en ce moment, je force le designer à mettre le titre en bas parce que je trouve que c'est bien, ça fait sortir l'image vers le haut. Et du coup, sur les rayons, tu sais comme ils les mettent, ils les cachent aux 3/4. Du coup, en fait, tu vois bien l'image en haut. Ben ça j'aime bien, tu vois. Et avant, je faisais attention pour qu'il y ait de la place en haut pour le titreur. Et maintenant, je me dis, il se débrouillera. Moi, je me débrouillerai pour faire une chouette image, il se débrouillera pour que ça marche. Et comment ils vont retrouver dans les bacs ? Il y aura une belle image, ils s'en ficheront de savoir ce que c'est. D'accord. Oh la cover star. Non, mais bon, en même temps, voilà, ça marche bien, je trouve. Le titre vers le bas, ça change. En fait, c'est vraiment comment attirer le regard vers ce bouquin-là plus que pour les autres. Et il y a un mur, en fait. On est au milieu du mur. Je disais ça parce que... Déprimant, je trouve, parfois, quand tu es chez toi à travailler sur ta couverture ou tes pages, tu donnes tout, tu travailles la nuit, tu donnes tout, ta vie, elle est sur tes pages, hein, en vérité. Hein. Il y a du sang même sur les pages. Non, c'est dur, c'est un métier qui est pour ceux qui veulent faire de la BD, en tout cas dans le comics, moi je peux parler que de ça. Je leur dis à chaque fois, c'est quand ils nous voient en convention, faire des signatures, que si tu veux faire ça, c'est vraiment un métier où tu peux être prêt à donner beaucoup parce que tu es là, tu es tout seul chez toi devant ta page et tu es plein de doutes, tu es bourré de doutes. Parfois ça fonctionne, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ça marche plus. Et tu fais 20 pages dans le mois et le mois C'est d'après, ça. tu recommences. Et tu recommences, ouais, c'est ça. Et tu dois rebondir, tu dois trouver à chaque fois des. Les rythmes sont moins forts en France, et rien qu'en France, quand l'étude des États généraux de la bande dessinée a été publiée, Pierre Michel Menger, qui est le grand sociologue du sujet, avait dit, en regardant l'étude, en fait, la bande dessinée, c'est un artisanat furieux. Et aux États-Unis, c'est un artisanat furieux, quoi. On est encore au cran au-dessus. Et au Japon, je crois qu'il y a encore un cran de plus, quoi. Voilà. Être mangaka, c'est se fondre dans la table et oublier que le monde extérieur existe. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on doit toujours répéter. C'est peut-être la seule chose qu'il faut être capable de faire en bande dessinée, c'est de travailler comme un taré, quoi, tout le temps, parce qu'on adore ça et qu'on ne comptera jamais ses heures, quoi. Ah oui, enfin, tous les dessinateurs peuvent en parler. Tu passes parfois des nuits entières, jour et nuit à bosser, de 8h du matin à 8h du matin. Tu dors 2 heures, puis hop, tu repars. Tu fais des pompes au milieu de la nuit pour pas t'endormir. J'ai jamais été aux pompes, mais... Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. À l'époque, je travaillais sur House of M et j'étais tellement à la bourre. Et en plus, c'était une série où il y avait plein de personnages différents et c'est compliqué à gérer, tu vois. Et on arrivait vers le 6e ou 7e numéro et là, c'était à l'arrache. Et je me souviens que même eux, ils me l'ont dit après coup, qu'en réunion, ils avaient dit que j'arriverais pas à plier le numéro. Et je te l'ai fait un numéro en 2 semaines. Tac, plié. Et les mecs m'ont dit, il y avait une expression après qui tournait chez Marvel, c'était faire une coipelle. Ah. Pas mal. On avait une question là. Il faut s'approcher, je pense, parce qu'on est un peu juste en fil. Merci. Je voulais juste savoir, en fait, de ce que j'ai compris, dans le comics, il y a vraiment une chaîne au niveau des travaux avec le script et ensuite le dessin, l'ancrage, la couleur. Est-ce qu'il y a quand même des fois moyen dans le comics de se faire recruter en tant qu'artiste complet ? Moi, je suis digital painter. Hein. Je fais vaguement des sketchs, mais après tout le reste, c'est en un seul coup. D'accord. Donc du coup, vous avez vraiment un artiste complet qui travaille ensuite à partir de vos couvertures, c'est ça ? En fait, je fais pas que des couvertures. Je fais des couvertures et des intérieurs. Les deux, c'est de la peinture numérique, quoi qu'il arrive. Je suis pas bonne en ligne. Moi, je sais pas faire d'ancrage. Après, le seul petit problème que tu peux avoir, c'est au niveau des délais. Si c'était sur une série où il y a un numéro qui sort tous les mois, tu vas avoir du mal, je pense, à tenir le rythme. Enfin, tu pourras peut-être faire des mini-séries, c'est ça, ou faire des story arcs de 5 numéros, comme ça, parce que si tu veux faire tout, tu vois, ou un numéro, c'est juste à ce niveau-là, mais sinon c'est possible, oui. D'accord. Merci.
Il y a toujours eu, Jim Starlin, par exemple, dans les années 70-80, travaillé tout seul, comme ça, sur son Thanos, qui est maintenant au cinéma. Donc, mais ça nécessite une force de travail assez prodigieuse. Voilà, John Byrne, ce genre de gens, c'est un peu quand on a fait ses preuves en tant que dessinateur que éventuellement on peut grimper à l'étage au-dessus si on a. Oui, parce que quand Voilà. même, il faut qu'il te fasse, faut que l'éditeur ait confiance en toi quand même, parce que si tu veux tout faire sur la série. John Byrne, il s'est retrouvé tout seul après avoir enchaîné les succès pendant 5, 6 ans, 7 ans. Il y a un moment, on lui a laissé les manettes, quoi. Mais c'est quand même un peu comme ça que ça marche. Ou alors des mini-séries, en effet, très courtes, quoi. Ouais. Pendant des années, ils m'ont filé 1 ou 2 volumes. Je faisais maximum 90 pages par an. Mais voilà, quoi, j'avais toujours 2-3 bouquins dans l'année. Mais c'était à chaque fois un tome, quoi. Je dis, bon, on va faire un truc joli pour la fin de la série, un truc comme ça, tu vois. On avait une question, là. C'est un peu ça. Je crois que la réponse a plus ou moins été dite, mais c'est Florent qui pose une question, qui demande à Hello juste une question bête. Mais en termes de rendement, ça donne quoi? En France, les défabrications d'un album sont longs et le fantasme de la page par jour au States reste très prégnant, il me semble. Alors, vous êtes des super-héros, vous déléguez, le rythme est supportable, vous marchez aux enfêtes. Moi, je fais une page par jour. C'est pas toujours facile, mais je fais une page par jour. Ouais. Moi, ça dépend en fait. Mais c'est un truc que tu peux négocier. Enfin, pas au début, hein, mais au bout d'un moment, tu peux négocier. Dès le début, tu dis je pourrais faire 4 pages par semaine. Tu peux faire ça. C'est vraiment. C'est pas du tout le mythe de t'arrives et puis tu dois faire une page par jour là. C'est ça, faut être honnête. Faut dire les choses. Faut que eux puissent s'organiser par rapport à ça. Ouais. Non, puis en plus, j'ai l'impression que même sur les séries de Marvel ou DC, comme il y a eu les crossovers qui ont habitué les gens à changer de dessinateur sur des histoires, c'est un peu plus accepté qu'il y ait plusieurs dessinateurs sur une série, en fait, tant qu'il y a une. Ça râle, hein. Ouais. Le lecteur parfois il râle. Hein. Voilà. Mais bon, on a même quelqu'un qui peut faire que 6 comics par an, il va réussir à être sur une série en partageant avec une autre personne. Donc c'est après, il faut pas tomber à un comics par an. Évidemment. Bah tu sais, la première fois, il m'a demandé combien de pages je pourrais faire dans la semaine et j'avais dit 2. On dit bon. Au revoir, monsieur. Non. J'ai tenté. Hein. Après j'ai dit non, je rigole. 4. 5, oui, 5, en franco-belge, on est à 1,5-2, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus faible. Alors après, il y a plus de cases et quand même plus de décors souvent. C'est ça. Voilà, en tout cas en réaliste classique. On est arrivé sur des rythmes équivalents dans le roman graphique. Hein. Il y a énormément de gens qui font 1 page, voire 2 pages par jour maintenant en roman graphique. Hein. Oui, il y a des gens qui font 2 romans graphiques de 120 pages par an. Donc le roman graphique a introduit des rythmes plus rapides, mais alors au dépend en effet du travail d'artisanat sur les décors, sur toutes ces choses-là, parce que c'est pas tenable, quoi. Oui, de toute façon, au départ, tu as un nombre de pages à suivre, mais souvent, tu sais, je sais pas, mais souvent tu te retrouves après à avoir 6, 7 pages à faire dans la semaine. On revient sur le truc de tenir les délais, quoi. Ça dépend de toi, parce qu'en fait, parfois tu as envie, tu es toujours, en tout cas moi, tu es toujours en balance entre les délais et la qualité de tes pages. Il y a toujours ça, et trouver l'équilibre. Et parfois, tu es prêt à sacrifier même du temps sur quelques pages que tu as envie qu'elles soient réussies. Et puis, avec l'expérience, dans le comics, en tout cas dans les séries, tu sais, tu repères les scènes, les séquences que tu vas devoir, où tu vas vraiment passer du temps dessus, et celles qui ne sont pas très importantes. Parce que dans le contexte, quand tu es bloqué sur ta page, tu as une page isolée, tu as envie de tout donner dessus, mais quand tu regardes ton bouquin au final, avec la couleur, avec le texte, bah, ta page sur laquelle tu étais, elle n'est pas si importante que ça. Parce que dans un contexte, elle passe, quoi. Donc juste repérer là où, partager ton énergie, enfin distiller ton énergie. Et ouais, en plus c'est au bout d'un moment, c'est même pas chronologique, tu fais pas parfois oui, tu fais tes pages de manière page 1 2 3, mais parfois parce que je sais que vers la fin c'est surtout que la pression sera très haute, il va falloir que j'accélère. Donc quelle séquence j'ai envie de bien réussir, quelle séquence je vais commencer en premier, quelle celle qui est moins importante ou plus facile que je pourrais speeder, que je pourrais booster à la fin, tu vois, avec l'expérience ça vient. Mais je reviens sur tout à l'heure parce que quand tu parlais des couvertures,
Je me suis perdu dans ce que je racontais. Mais je parlais du côté dépressif, un peu et ça rejoint ce que je viens de dire en plus. T'es sur ta couverture, tout ça, et à ce coup, quand tu vois les stands, tu vois ta couverture perdue dans je sais pas combien de comics, tu te dis putain. Comment elle sort, comment on va la voir, quoi, c'est toujours ça. En plus la couve, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Enfin, c'est vraiment un exercice bien à part. Oui. C'est un problème qu'on a en France aussi. Hein. L'artiste de couverture s'est développé à cause de ça aussi. Hein. C'est vrai qu'entre faire de la narration visuelle et puis réussir une image publicitaire, c'est des choses assez différentes. C'est clair. Hein. Et on n'est pas obligatoirement doué dans les deux. Hein. C'est une question. Moi, je voulais savoir, à vous trois, une question. Quel a été le moment de votre carrière où vous vous êtes dit ok, là, je suis arrivé. Là, je suis arrivé. Non, mais je vois là où je suis arrivé. Non, t'es toujours en train de flipper. Enfin, c'est pas en train de flipper, mais comme tu disais tout à l'heure, tu vois aussi ce qui se fait à côté, tu vois ce que les autres y font. Tu essaies de rester en alerte. Parce qu'on a tous notre ego d'artiste, hein, même si on est là, mais on va être là, quoi. C'est un moteur. Hein. Non, après, il y a des moments dans ta carrière où tu te dis ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais moi, personnellement, c'était House of M, non House of M. Ouais. House of M qui m'a ouvert plus de portes. Et derrière, après, Thor. Je pense, tu vois, mais c'est pas à y arriver, c'est juste que d'un seul coup, tu as plus de. Ouais, c'est ça, pas des étapes. Oui, moi, clairement, en fait, je me mettais des petits goals comme ça que je dépassais. Alors, ça en rajoutait tout de suite un. Vraiment instantanément un. Genre, pendant longtemps, ça a été d'être publié. Après, ça a été d'être payé. Après, d'être payé correctement. Puis après, de faire une couverture pour les États-Unis. Puis après, d'être sur une série. Et puis là, en ce moment, de travailler sur ma propre série. Donc, au fur et à mesure, je réajuste mes envies parce que je les atteins, je les dépasse. Et ça en amène d'autres, en fait, assez rapidement. Mais il n'y a pas un moment où je me dirais, là, je suis bien. Je pense pas que ça puisse arriver, en fait. Du coup, moi, il y a 3 ans, quand on s'était vu en Corée, tu m'avais expliqué ça et je me suis fixé des petits goals comme ça. Et je travaille sur mon propre projet là sur l'histoire de Marvel Comics, sur les vies de Stan Lee et Martin Goodman. Et c'est pareil, je me dis qu'est-ce que j'ai envie pour l'année à venir, pour les 2 ans à venir. Et je fonctionne comme ça. Et puis je suis jamais satisfait en règle générale. Donc je me dis bon, au moins je serais contente d'avoir fait ça. Et après, je trouve un autre truc et ainsi de suite. Je trouve que c'est mieux parce que si tu commences ta carrière en te disant tout de suite je vais aller avoir un Esner, ça va jamais arriver, quoi. Non, mais tu vas être déprimé tout de suite parce qu'effectivement ça va pas arriver. Je serai Alan Moore et Frank Miller en même temps. Enfin, voilà, oui. Mais je trouve que il faut voir qu'est-ce qui est accessible dans un temps relativement envisageable, quoi. Peut-être que je suis pas assez ambitieuse, mais moi j'aime bien que ça se passe comme ça. Il y a un côté plus pragmatique, j'ai l'impression, parfois aux USA, justement, parce que comme le temps est contraint, etc., tout le monde accepte de faire ce qu'on peut dans le cadre et d'être au maximum à chaque fois et de se dire qu'on se le coup d'après, on fera encore mieux parce qu'on aura mieux compris, etc. Il y a moins d'ambition, le bouquin parfait tout de suite, je dois accoucher de mon chef-d'œuvre. Dans l'absolu, c'est pas possible. Ce sont des choses qu'on trouve parfois ici. Le bouquin, il doit apparaître dans un mois, tu peux pas viser. Est-ce que c'est pas lié aussi au nombre de bouquins que tu fais dans ouais. l'année, tu vois? Quand je disais que parfois tu rates des pages, c'est pas grave. Au bout d'un moment, c'est pas grave. Tu sais que j'ai raté une main là. Vas-y, dans l'autre page, je vais montrer que ma main, je sais les faire en fait. Tu vois, non, je refais une autre pour montrer que c'était excellent parcours, quoi, tu vois. Et puis le format est l'air de rien moins prestigieux, parce que nous on a un énorme bout de carton autour du bouquin pour bien montrer que c'est un truc de riche. Et c'est vrai que non, mais il y a une angoisse de l'album franco-belge de faire l'album parfait. Moi je me souviens, mon premier bouquin, c'était la terreur. Il fallait être au niveau, quoi. Ouais, tu vois l'objet, Puis ça coûte cher. Ça claque. J'ai l'impression aussi que les artistes américains se regardent beaucoup plus les uns les autres, se challenge, mais gentiment, avec beaucoup d'appétit à dire ah lui je lui montrer, mais et puis on va en parler à la prochaine convention, etc. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je trouve moins ici en fait, où chacun est dans son atelier un peu. Je connais pas. Je vois ici et comment les auteurs entre eux, c'est pas non. Il y a une convivialité sympathique, mais on se challenge pas dans le boulot, je trouve, moi, beaucoup moins, quoi. Dans des petits groupes, en tout cas, si on le fait, quoi. Alors, moi, je sais pas si toi, tu es comme ça, mais moi, pendant longtemps, à chaque fois que je trouvais quelqu'un vraiment bon,
Enfin, en général, tu as deux attitudes. Soit tu es déprimé parce qu'il est vraiment bon et que toi, tu n'es pas ton cas. Moi, j'étais plutôt genre hargneuse. Quoi. Genre, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup de temps devant Je lui moi. montrais à ce bâtard. Oui, non, mais. Je suis vraiment le côté un peu hargneux comme ça. Je pensais pas que c'était lié au franco-belge ou aux comics ou quoi que ce soit, mais juste en tant que dessinateur, artiste. Moi, ça me frappe beaucoup quand je discute avec les Américains ou même les Anglais. Je trouve qu'il y a même entre eux, je les vois comme ça. On se met des petits taquets gentiment et tout. C'est un truc qu'on voit assez peu ici, où faut respecter le travail, parce que c'est un travail d'auteur, donc on va pas. Alors, il y en a qui se challenge, mais c'est quasiment que sur les ventes que ça se passe. C'est un peu déprimant, quoi. C'est à qui vendra le plus, à qui sera le plus proche de son éditeur à la table Angoulême, etc. J'ai l'impression que aux USA, ça se passe vachement sur l'artistique, justement, c'est vachement bon, faut que je lui montre, quoi. Enfin, peut-être parce que on est plein à travailler sur les mêmes personnages parfois. Oui, ce qui aide aux comparaisons. Ouais. L'air de rien, c'est vrai que qui va faire le mieux Iron Man, c'est oui, non, mais j'avais pas pensé à ça, mais ça peut jouer, oui. Parce que parfois aussi, quand tu parles, on propose des projets, tu te dis tiens, pourquoi moi j'ai pas eu ce projet-là, tout comme ça. Oui, alors qu'ici, on se compare entre des choses qui sont des productions personnelles, qui finalement, il y a 2 ou 3 équipes qui bossent sur les Romains seulement, et c'est vrai que ça aide moins aux comparaisons tout de suite. Ouais. Puis ici, il y a une obligation de marquer son style de manière plus forte, je pense aussi. Alors qu'aux USA, il y a une acceptation qu'on fait du style à l'intérieur d'une école qui est plus. On est des artistes de fan art professionnels. Ouais, vous voyez tous les trois, quand même, finalement, toujours comme des fans, comme ça. Honnêtement, je lis de moins en moins de comics. Hein. De moins en moins, aujourd'hui, je vais plutôt vers le franco-belge. Mais c'est parce qu'il y a une telle variété, c'est juste un bol d'air, quoi. C'est juste en tant que dessinateur, ça t'inspire. Enfin, tu vas chercher d'autres directions, en fait. C'est tout. Ah, je comprends bien. Ouais. Tu me regardes comme si c'était loup, je regardais du franco-belge. Vous avez encore des questions ? On a tendu nous deux. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je me demandais. Si entre auteurs, vous avez répondu, mais s'il y avait du challenge, s'il y avait de la jalousie, si c'était trop de compétition, tout ça, mais ça a l'air d'être assez convivial et enfin voilà. Oui, on se voit souvent en convention, on se connaît tous. Ouais. Tu peux personnellement avoir envie comme je disais, parfois tu vois. Oui. Tu vois un taf qui déchire, tu te dis putain, mais moi aussi. C'est pour mais ça évoluer. Booste, hein, c'est un moteur, c'est booster. ça te booste personnellement en fait. Il y a beaucoup d'émulation. Ouais. Et après, je me demandais si vous aviez aussi quelque chose qui vous représente, comme le snack ici, le snack BD, si vous aviez un syndicat pour vous représenter, vous aider, tout ça. Ben oui. Non, mais il y a la guilde des illustrateurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qui est assez puissante, en vérité. Vous êtes adhérent ou pas ? Non. Non, mais ça vous paraît pas nécessaire ? Vous avez l'impression que votre situation est bonne, en fait ? En France, l'air de rien, l'adhésion snack, on l'a vu augmenter avec la dégradation de la situation. Hein. Si les gens adhèrent de plus en plus à nos syndicats, c'est qu'ils sont de plus en plus inquiets pour eux. Donc j'imagine que si vous adhérez pas à un syndicat, c'est qu'en fait, vous trouvez que la situation est pas mal, en fait. Nous, on a des bonnes situations. Après, je sais que les situations sont un petit peu dégradées depuis que moi j'ai commencé, par exemple. Donc, par rapport à toi aussi. Oui, les tarifs chez Marvel sont moins hauts pour les couvertures et ainsi de suite. Par contre, pour l'illustration, puisque je fais aussi j'ai un agent pour l'illustration. Mon agent s'occupe de mes intérêts. C'est tout son intérêt que je gagne très bien ma vie parce que lui, il touche 20%. Du coup, c'est clairement plus il vend bien mon travail et mieux il vit. Pourquoi t'as pris un agent ? Pour l'illustration. En fait, l'illustration jeunesse aux États-Unis, ça rapporte beaucoup d'argent. Et en fait, rien que mon agent, lui, reçoit 300 candidatures par jour. Donc, tu t'imagines bien qu'un éditeur, en fait, il ne peut pas gérer ça. Il a besoin d'avoir un catalogue de gens pour lequel s'engage l'agent à ce que le boulot soit fini en temps et en heure et en qualité. Et du coup, si jamais il y a un souci d'un côté comme de l'autre, il y a un avocat, c'est dans la boîte, tout ça. Moi, je ne suis pas concernée, je viens, je fais le boulot. Et il s'occupe des factures, des machins, des bidules, tout va bien, quoi. Mais j'ai pas d'agent pour le comics, j'ai un agent pour l'illustration. Et dans le comics, il n'y a pas d'agent, si. Mais c'est minoritaire, la plupart des gens. T'en as quelques-uns, après... T'en as quelques-uns, mais après, ça dépend de toi, ce que tu as envie. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'avoir un agent pour trouver du boulot ou pas, quoi ? Pour mieux négocier les contrats, peut-être. Ça peut mais être tu prends un avocat ? Ah oui, donc c'est un avocat qui remplit le rôle d'agent dans ce cas-là, pour bien négocier.
Oui. On va dire que l'agent, il s'occupe de ta carrière. Enfin, il va s'occuper d'aller chercher des projets pour toi. Et que l'avocat, lui, c'est vraiment une mission d'appoint, Ouais, c'est alors, ponctuel, quoi. Alors j'ai fait un mélange parce qu'en France, l'agent il fait les deux justement. Il fait la négociation contractuelle, il fait la présentation, l'agent etc. fait ça, ouais. Voilà. L'agent fait ça. Voilà. Mais comme on est en freelance, moi, par exemple, pour Netflix, j'ai pris un avocat, mais je l'ai pris juste, j'ai jamais travaillé avec, mais je l'ai pris juste pour ce contrat spécifique, tu vois. Oui, pour le truc chez Image aussi, on a C'est ça, ouais. Et oui, dès que le contrat est un peu important, on prend un avocat naturellement aux USA, ouais, ça paraît. Non, au début, j'en prenais pas, mais tu sais, ma première négo, ça a été quand même un fiasco. J'ai pas réussi à avoir. Je voulais $50 d'augmentation par page. J'en ai eu 20. Ils voulaient pas. Et j'ai passé le dossier à un pote qui savait négocier, qui n'a rien à voir dans le comics. Et dans l'heure, j'avais $100 d'augmentation par page. Voilà, donc tu vois, là je me suis dit, c'est pas à moi de m'occuper de ça, quoi. C'est une vraie question en France aujourd'hui. Il n'y a pas quasiment pas d'agents dans la bande dessinée. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se défendent mal, hein. Donc on discute dans pas mal. C'est une vraie question parce qu'en même temps, ça introduit une sorte de dureté, hein, dans le rapport avec l'éditeur de passer par un avocat ou un négociateur, hein. Donc c'est pas négligeable, mais moi, à titre personnel, je négocie très bien, mais quand je vois les négociations de beaucoup d'amis, je me dis qu'il ferait bien de prendre quelqu'un, quoi. Voilà. Bonjour, je voudrais poser une question par rapport à... Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, je sais pas si ça a déjà été abordé par rapport à l'argent. Voilà. Je sais qu'on fait ça pour le plaisir, mais l'argent, c'est que ça... Et donc, j'aurais voulu connaître les tarifs de chez Marvel ou ailleurs. Alors, le tarif pour les pages, le tarif aussi pour les covers. Et après, peut-être aussi... j'ai entendu une rumeur concernant Olivier, la superstar. On m'a dit que tu étais à... je peux te tutoyer? Ouais. On m'a dit que c'était à $2000 la page. Alors, c'est plus, c'est moins? C'est dans ces eaux-là? Mais il y a plein de tarifs. Hein. Voilà, quand tu commences, ouais, ça se fait pas comme ça. Hein. Ça va petit à petit. Ça se renégocie à chaque contrat. Comment? Des? Ah oui, oui, ouais. C'est vrai, j'ai envie de sortir. Mais non, ça n'est pas. Tu sais, tu commences. Aujourd'hui, je sais que si tu commences, tu peux être à. J'ai été surpris par les tarifs, comme tu dis, ça s'est dégradé. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à $250 la page. Que le crayonné. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Je sais que. Moi, je suis à 400, 400 la page chez Marvel. Alors je dis dans le micro, tu disais que tu étais à 400, oui. Je sais qu'aujourd'hui, tu en as qui commencent. Avec l'inflation, le fait que tu fais 3 fois plus de boulot, les prix ont sacrément baissé. Il n'y a pas de doute. Quand tu vis dans la zone euro et que tu es payé en dollars, tu le négocies dans ton contrat. Hein. T'en parles. Hein. Et ils comprennent très bien. Hein. Non, mais je parlais de l'inflation sur le dollar, même, hein, tout bêtement, parce que 250 pour le crayonné et 400 pour la couleur, enfin tout compris, quand on y pense, c'est une énorme dégradation de conditions par rapport à ce que tu as connu toi en tant que débutant, quoi. Ouais. Ah non, mais ouais, mais même il y a des mecs qui commencent à moins de $100 maintenant par page. Ah oui, donc ça suffit quand même. Moi j'ai commencé à 250, mais je pense que ça dépend des. Les gens te parlent pas tellement de chacun combien ils gagnent. Ouais, c'est des trucs de contrat, comme tu dis, c'est confidentiel. Mais on sait à peu près, tu vois, à peu près, ça tourne, ça va de 250, 300, 400, ça dépend. Ah non, par contre, je sais pas. 150, je crois, c'est 150. 150, ouais. $150. Ça a baissé, mais en fait, ça dépend des maisons d'édition. Traditionnellement, je dirais que chez Marvel, en comptant le fait que ça ait baissé entre 500 et $700, DC paye toujours légèrement plus que Marvel, parce qu'ils ont un spreadsheet avec tous les noms et ils savent exactement combien est payé qui. Je le sais parce que je l'ai vu circuler. Et Dark Horse paye plus que Marvel ou DC, genre beaucoup plus. Et après... Il y a aussi qui change selon... Sur les covers? Ah, pardon. Non, il n'y a pas de royalty sur les covers. Mais chez Boom, ça paye pas grand-chose. Genre, je sais qu'ils ont déjà proposé 300 € à quelqu'un. Moi, ils me payent globalement le tarif Marvel. Dynamite, c'est pareil, c'est au cas par cas, on va dire, mais un peu moins que Marvel.
je le mets comme moyenne. Qu'est-ce qui me manque Valiant paye comme Marvel aussi. Bah, c'est beaucoup des anciens éditeurs de chez Marvel. Il m'en manque. On en a parlé. Oui, on disait il y a des royalties, ouais. 10%, c'est ça à peu près 10% chez DC, oui. chez Marvel, ça dépend. Alors 10% pour l'ensemble des artistes Enfin, l'ensemble des auteurs ou il y a un pourcentage précis suivant ce que tu fais. Oui. Comme moi, je suis censée faire crayonnage, encré et couleur, en fait, ça fait 10%. Ah oui, donc c'est plus en comptant le scénariste. Oui, le scénariste a aussi un pourcentage. L'assiette globale, elle est de combien à peu près En additionnant tout, on monte à 14-15, quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait qu'il touche moins que le dessinateur. Ah oui, donc on serait à 20. Ah oui, c'est beaucoup plus qu'ici. Oui. Alors, c'est que ma déduction. Mais les scénaristes étant plus importants que les dessinateurs, c'est pas impossible. Mais tu as fait un schéma, là, c'est quoi Montagne, non. Oui, on arrive à la fin, c'est vrai qu'on va pas te retenir. Oui. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses alors que j'étais bien informé. Donc, merci d'être venu. On te retrouve en conférence Kirby, là, si j'ai bien compris. Voilà. Stanley, pardon. Oh, c'est les mêmes, là, c'est les vieux, tout ça. On te retrouve où en signature en bordé. Voilà. On peut te retrouver où à la conférence. Ah bah d'accord, vous partez tous les deux, parfait. Ce soir à 18h30, il y a le pot des auteurs ici. Voilà, on parlera avec plaisir de ça. Donc venez, hein, ce sera agréable. Il y aura plein d'auteurs. Et ce soir, la soirée SNCF où on va Soul Train. Merci.